Bonjour tout le monde, bienvenue à notre section sur l'effet Doppler relativiste. On va commencer la section en repensant à l'effet Doppler qu'on a déjà vu pour les ondes sonores. Fait que l'effet Doppler, c'est vraiment un phénomène qui se produit dès que j'ai un émetteur qui émet une onde, un récepteur qui la perçoit. Mais s'il y a une vitesse soit à l'émetteur, soit au récepteur, soit aux deux, il va y avoir un effet Doppler, peu importe la nature de l'onde. À date, on a parlé des ondes sonores, maintenant on va parler des ondes lumineuses. Je vais avoir un émetteur de lumière, quelque chose qui produit de la lumière, un récepteur de lumière, quelque chose qui voit. Et dépendamment de la vitesse de l'émetteur et du récepteur, la fréquence ou la longueur d'onde de la couleur qu'on perçoit va être différente. Pour le son, une fréquence plus haute ou plus basse, ça correspond à un son qu'on entend comme étant plus aigu ou plus grave. Pour la lumière, ça va changer la couleur qu'on perçoit. Une longueur d'onde plus courte, ça correspond à une couleur qui est plus proche du bleu. Une longueur d'onde plus grande, ça correspond à une couleur qui est plus proche du rouge. Ça, c'est quand on reste dans le visible. Si on allait plus loin que le bleu, on pourrait avoir de l'ultraviolet ou du rayon X. Si on allait de l'autre côté, à des longueurs d'onde plus grandes que le rouge, là, on aurait l'infrarouge et les micro-ondes. Pour la plupart de nos problèmes, on va rester dans les couleurs du spectre visible. On ne pourra pas utiliser directement la même formule qu'on avait développée pour l'effet Doppler avec le son parce que la lumière ne se comporte pas tout à fait comme le son à certains égards, fait qu'on va voir comment modifier notre formule pour qu'elle soit valide dans le contexte de la relativité. Étape numéro 1, je vais commencer par écrire la formule pour l'effet Doppler sonore. Et voilà ma formule. C'est une formule qui me permet de calculer la fréquence dans le référentiel du récepteur ou tel que perçu par le récepteur FR en fonction de la fréquence émise ou de la fréquence dans le référentiel de l'émetteur FE. Ça va dépendre de la vitesse du son, ça va dépendre de la vitesse du récepteur et de la vitesse de l'émetteur. Maintenant qu'on est habitué de faire des problèmes de relativité, on est un petit peu plus sensible à la problématique que des vitesses doivent toujours être mesurées dans un certain référentiel. Fait que vous voyez les vitesses que j'ai écrites ici, VR, VE, vitesse du son, j'ai pas spécifié dans quel référentiel ces vitesses-là étaient mesurées. C'est toujours évident dans les problèmes que on se plaçait dans le référentiel de la Terre, où est-ce que la Terre est immobile, puis les différents objets émetteurs et récepteurs ont des vitesses par rapport à la Terre. Mais de façon plus précise, pour être capable vraiment d'utiliser cette formule de l'effet Doppler sonore, il y a un référentiel spécial dans lequel il faut se placer, c'est le référentiel dans lequel la vitesse du son est bel et bien 340 mètres par seconde comme ce qu'on utilisait. Bon, on va encore dire que mettons qu'il faisait encore toujours 16 degrés Celsius pour que la vitesse du son soit bien 340 mètres par seconde, mais quand je dis que la vitesse du son est de 340 mètres par seconde, 340 mètres par seconde par rapport à quoi? Il faut que je dise par rapport à quoi je mesure cette vitesse-là. L'onde sonore se déplace à 340 mètres par seconde par rapport à son milieu de propagation. C'est quoi le milieu de propagation de l'onde sonore? C'est l'air. Fait que cette vitesse-là, c'est toujours la vitesse du son, disons Vs, mesuré dans le référentiel A, qui correspond au référentiel de l'air, le référentiel où l'air est immobile. Si par exemple dans notre problème il y avait du vent, si l'air était en mouvement, il faudrait que je me place dans ce référentiel-là, le référentiel qui suit l'air, pour mesurer les vitesses VR et VE. Donc la première chose que je vais faire, je vais juste corriger légèrement ma formule. Toutes les vitesses doivent être mesurées dans le référentiel de l'air. Fait que la vitesse du son par rapport à l'air, c'est 340. La vitesse du récepteur et de l'émetteur devait toujours être mesurée par rapport à l'air. Ok, là on a une formule qui est comme bien structurée pour qu'on soit capable d'y réfléchir dans le contexte de la relativité, puis on va voir comment on doit la modifier pour qu'elle puisse s'appliquer à la lumière. Premier changement. L'onde qui nous intéresse, bien sûr maintenant c'est une onde lumineuse, c'est pas une onde sonore. Fait que dans le problème où est-ce que j'avais la vitesse du son, maintenant je vais certainement devoir avoir la vitesse de la lumière. J'ai remplacé ma vitesse du son par C. Dans le cas de l'effet Doppler sonore, l'onde sonore se déplace à 340 mètres par seconde dans un référentiel bien précis, le référentiel dans lequel son milieu de propagation est immobile, le référentiel de l'air. Qu'est-ce qu'il y en est pour la lumière? Est-ce que je dois encore dire, pour être capable de faire un effet Doppler lumineux, il faut que je me place dans le référentiel dans lequel le milieu de propagation de la lumière est immobile? Non, il n'existe pas ce référentiel-là. Ça serait l'idée du référentiel de l'éther, puis l'éther n'existe pas. Il n'y a pas un référentiel spécial dans lequel la lumière se déplace
à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, la lumière se déplace à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde dans tous les référentiels. Ça, c'est quelque chose qui est le fun pour nous. Ça veut dire que j'ai pas un référentiel qui m'est imposé, le référentiel où le milieu de propagation est immobile. Je pourrais me placer dans n'importe quel référentiel, puis la vitesse à laquelle mon onde lumineuse se propage est toujours c. Fait que j'ai une liberté de plus. Je peux me mettre dans le référentiel que je veux pour faire ma formule. Tant qu'à avoir cette liberté-là, le choix qu'on va faire, et c'est un choix, le choix qu'on va faire, c'est de toujours se placer dans le référentiel du récepteur. On va s'intéresser à savoir comment le récepteur perçoit l'onde lumineuse, donc on va toujours se placer dans son référentiel à lui. Fait que je vais me placer dans le référentiel R pour mesurer mes vitesses. Ici, je pourrais dire que la vitesse de la lumière va être mesurée dans le référentiel R. Ça ne sert à rien de mettre ça, la vitesse de la lumière, c'est toujours c, peu importe le référentiel. Je ne vais pas mettre d'indice, je vais juste mettre c. Mais les deux autres vitesses, je vais les mesurer dans le référentiel R. Bien, au numérateur, je vois que j'ai VRR. C'est quoi la vitesse du récepteur dans le référentiel du récepteur? C'est 0. Fait que cette chose-là va disparaître de mon numérateur, il va me rester juste c. Au dénominateur, ce que je vais avoir, c'est la vitesse de l'émetteur dans le référentiel du récepteur. Là, j'ai une formule d'effet Doppler qui fonctionne parfaitement bien pour des ondes lumineuses. Cette formule-là fonctionne pour les ondes lumineuses, sauf qu'elle est encore, on va dire, galiléenne, dans le sens qu'elle ne tient pas en compte les notions de dilatation du temps ou de contraction des longueurs. Donc cette formule-là est seulement valide tant que la vitesse de l'émetteur dans le référentiel du récepteur est beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière, puis qu'on peut encore dire qu'on a un problème type classique. On va jamais vraiment avoir un problème comme ça. Puis la raison, c'est que si la vitesse de l'émetteur dans le référentiel du récepteur est beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière, tu sais, si on parle de vitesse de 100 km/h, 300 km/h, quelque chose comme ça, le numérateur et le dénominateur vont tellement être proches l'un de l'autre que la fréquence reçue versus la fréquence émise vont être presque indistinguables, vont être vraiment très proches les unes des autres. Ça ne fera pas des problèmes d'effet Doppler super intéressants. C'est pour ça que nous, quand on regarde des objets se déplacer, ils ne nous semblent pas changer de couleur parce que leur vitesse est toujours très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Alors que dans le cas de l'effet Doppler sonore, ça, on est tout à fait capable de l'entendre à l'oreille. Alors voyons voir comment on va faire pour ajouter une dernière modification à cette formule-là pour qu'elle soit encore valide quand j'ai des vitesses de l'émetteur par rapport au récepteur qui sont proches de la vitesse de la lumière, qui sont donc relativistes. La correction que je vais devoir apporter ici, ça va être une correction qui va me permettre de tenir compte de l'effet de dilatation du temps qui est présent dans la relativité quand mon récepteur puis mon émetteur ont une vitesse un par rapport à l'autre qui approche la vitesse de la lumière. Donc il va falloir que je me définisse deux événements puis que je dise qui mesure un temps propre, qui mesure un temps dilaté, puis que je vienne apporter un facteur de dilatation du temps gamma quelque part dans mon équation, mais là, il faut que je sache à quel endroit le mettre dans mon équation. Le temps qui va nous intéresser, ça va être la période de l'onde qui est émise. J'explique qu'est-ce que je veux dire par là. Donc voici la situation où est-ce que j'ai un émetteur, j'ai tracé une ampoule parce qu'on émet de la lumière, et j'ai un récepteur qui va être en mouvement par rapport à l'émetteur. Ce qui se produit, c'est que mon émetteur émet une onde lumineuse. Cette onde lumineuse-là se propage à la vitesse de la lumière. Cette onde lumineuse a une certaine longueur d'onde, une certaine période, une certaine fréquence. Si je pouvais mesurer l'onde avec une règle, puis je mesurais la distance entre deux maximums consécutifs, ça me donnerait une longueur d'onde. Puis si je pouvais chronométrer le temps qui s'écoule entre deux maximums de l'onde sinusoïdale, ce que je mesurerais, c'est la période. Donc la période, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où je mesure un maximum de la fonction sinusoïdale, puis le prochain moment où je mesure le prochain maximum de la fonction sinusoïdale. Lequel de mes deux référentiels va mesurer le temps propre entre ces deux événements-là? Disons qu'on commence à y penser dans le référentiel E, le référentiel de l'émetteur. Dans le référentiel de l'émetteur est immobile puis va émettre son onde sinusoïdale. L'événement E1, ça serait quand il émet un premier maximum de la fonction sinusoïdale.
Donc voici mon événement E1, mon ampoule vient d'émettre un premier maximum de la fonction sinus. Ce maximum-là va se propager à la vitesse de la lumière, puis mon événement E2 se produit quand ma source de lumière émet un deuxième maximum de la fonction sinusoïdale. Pour l'ampoule, les deux maximums se sont produits au même endroit, ont été émis au même endroit, les deux événements se produisent au même endroit. L'ampoule va mesurer un temps propre, une période propre entre les deux événements. L'idée, c'est vraiment que l'ampoule est immobile, c'est elle qui émet les ondes sinusoïdales. Elle émet le maximum de l'onde sinusoïdale, l'onde se déplace, elle émet le deuxième maximum de l'onde sinusoïdale, l'ampoule n'a pas bougé, les deux événements se produisent au même endroit, on mesure un temps propre entre les deux événements. Le temps correspond à la période de notre onde, donc on mesure une période propre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je regarde qu'est-ce qui se passe dans le référentiel R? L'événement numéro 1 se produit, disons, ici, à cet endroit-là. L'ampoule émet le maximum de l'onde sinusoïdale. Dans le référentiel R, l'ampoule est en train de se déplacer, soit de s'approcher, soit de s'éloigner. Il y a une vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Disons qu'elle est en train de s'éloigner. L'événement 2, va se produire à un endroit différent. L'ampoule a eu le temps de ici reculer un petit peu avant d'émettre le deuxième maximum de sa fonction sinusoïdale. Donc les deux événements, l'événement 1 puis l'événement 2, se passent pas au même endroit. L'ampoule a eu le temps de bouger dans le référentiel R avant d'émettre son deuxième front d'onde ou son deuxième maximum de l'onde sinusoïdale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le référentiel R, on ne mesurera pas le temps propre entre les deux événements. On ne mesurera pas une période propre, on va mesurer un temps dilaté ou un temps impropre. Ça, ce que ça veut dire, si j'ai un temps qui est propre puis un temps qui est impropre, ça veut dire que je peux établir une relation de dilatation du temps entre ces deux temps-là. Donc voici mon équation de dilatation du temps entre la période impropre TR et la période propre TE. Ce qui m'intéresse dans mon équation, par contre, c'est que je n'ai pas écrit mon équation d'effet Doppler avec les périodes, je l'ai écrit avec les fréquences. La fréquence, c'est 1 sur la période. Ce que je peux faire, c'est prendre cette équation-là, puis l'écrire à la place en termes des fréquences. Vous voyez que tout ce que j'ai fait, c'est remplacer TR par 1 sur FR et TE par 1 sur FE. Si je veux, dernière petite étape, je peux juste prendre les deux côtés de mon équation puis les inverser, faire 1 sur chaque côté de l'équation. Et voilà, maintenant j'ai quelque chose qui tient compte de la dilatation du temps. Tout ce qui me reste à faire, c'est combiner mes deux équations. J'ai mon équation d'effet Doppler et j'ai une relation entre FE et FR qui vient tenir compte du phénomène de dilatation du temps. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon équation que j'avais ici. Et je vais venir ajouter mon petit facteur gamma parce que FR, c'est FE divisé par gamma ER. Je vais juste venir inclure ici le petit gamma ER. Et maintenant, grâce à ce petit gamma ER, ma formule est relativiste. Elle tient compte du phénomène de dilatation du temps. Pour calculer un facteur gamma, ça prend toujours une vitesse. La vitesse que je vais utiliser pour calculer le gamma ER, c'est le VER. C'est la même vitesse que celle qui est ici. On a techniquement terminé, on a trouvé la formule qu'on va vouloir utiliser dans les problèmes d'effet Doppler. Il y a une dernière modification que je vais faire, c'est une modification qui est purement comme esthétique pour rendre la formule plus agréable à utiliser. Gamma, je vais le remplacer par sa formule qui est 1 sur racine de 1 plus VER carré sur C carré. On va faire une couple de manipulations algébriques puis on va se ramasser avec la formule d'effet Doppler qu'on veut utiliser. Je vais vous montrer déjà le résultat. Puis après, si ça vous intéresse, je vais vous faire les quelques étapes d'algèbre qui permettent de le démontrer, mais je commence par vous donner la formule que ça donne. Et voilà, on a trouvé notre formule, c'est la formule d'effet Doppler qu'on va vouloir utiliser. Il y a deux petites choses que je vais vous dire quant à l'utilisation de cette formule-là. Premièrement, contrairement à la formule d'effet Doppler
qu'on avait pour le son, il y avait un plus ou moins au numérateur et un plus ou moins au dénominateur, puis il fallait choisir le numérateur, le bon signe et le bon signe au dénominateur indépendamment. C'est pas le cas ici. Dans la relativité, il va y avoir juste un signe à choisir. Si je choisis le signe du numérateur, vous voyez qu'il y a un plus ou moins. En bas, j'ai mis un moins ou plus. Le signe du dénominateur va être automatiquement le contraire du signe du numérateur. Il y a juste un signe à choisir. C'est le signe de la vitesse de l'émetteur dans le référentiel du récepteur. Donc, je me place dans le référentiel toujours du récepteur. Si l'émetteur est en train de s'approcher de moi, le récepteur va percevoir une fréquence plus grande. Pour percevoir une fréquence plus grande, il va devoir y avoir un plus au numérateur et un moins au dénominateur. Et vous devinerez qu'au contraire, si mon émetteur dans le référentiel du récepteur est en train de s'éloigner, dans ce cas-là, je vais percevoir une fréquence plus petite. Donc, je vais mettre un moins au numérateur et un plus au dénominateur. La dernière chose que je veux vous dire pour utiliser cette formule-là correctement dans les problèmes, c'est que souvent là, pour la lumière, on a plus tendance à parler en termes de longueur d'onde en nanomètres que de parler en termes de fréquence en hertz. Cette formule-là peut s'appliquer super bien pour les longueurs d'onde aussi. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est comment faire pour passer d'une fréquence à une longueur d'onde. Donc, n'oubliez pas qu'on a une formule avec la vitesse de propagation d'une onde, sa fréquence et sa longueur d'onde. La formule veut que la vitesse de propagation d'une onde est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Puisqu'on parle d'une onde lumineuse, la vitesse de propagation, ça va être toujours c, la vitesse de la lumière. Donc je peux dire f égale c sur lambda, puis je peux venir remplacer ça dans mon équation. Et après, je peux remarquer que, puisque j'ai un c au numérateur des deux côtés de mon équation, je peux les simplifier et avoir 1 sur lambda r à gauche, puis 1 sur lambda e à droite. Ça conclut mon vidéo sur l'effet Doppler. Donc, on est passé de la formule qu'on connaissait déjà pour l'effet Doppler sonore. On a apporté deux modifications importantes. On a dit que puisque la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, pourquoi pas toujours se placer dans le référentiel du récepteur. Puis on va avoir la vitesse de l'émetteur dans le référentiel du récepteur. La vitesse de propagation de la lumière, c'est c, fait qu'on a mis c dans notre équation. Et on a dû tenir compte du phénomène de dilatation du temps. Fait que l'émetteur mesure un temps propre, le récepteur mesure un temps dilaté, on inclut un facteur gamma, puis avec une coupe de manipulation algébrique, on a notre jolie équation qu'on peut utiliser. Ça va être important de savoir quand choisir un plus et un moins, ou quand choisir un moins et un plus, puis n'oubliez pas qu'on peut transformer la formule qui relie les fréquences en une formule qui relie les longueurs d'onde, ce qui est souvent plus pratique pour faire les problèmes. Je vais prendre une dernière petite minute pour faire les manipulations algébriques. Si ça vous intéresse pas de les regarder puis vous voulez me faire aveuglément confiance, on peut se dire bye bye puis se voir dans une prochaine vidéo. Si vous avez le goût, de vraiment être sûr que je fais la bonne affaire puis que je vous dis pas n'importe quoi dans mes équations, restez un petit 30 secondes puis je vous montre la démarche algébrique. Ok, vous voulez voir la démonstration algébrique? On y va.
Et voilà, on a réussi, on a trouvé la formule, puis on a montré que si on avait deux possibilités, soit le plus ou moins positif, soit il est négatif. Ben, dans les deux cas, on a vu que le signe au numérateur puis au dénominateur devait nécessairement être l'inverse, le contraire, un de l'autre, et on a réussi à démontrer notre formule. Ok, c'est tout pour vrai. Bye bye.